l'actualité a noté la sortie d'un capitaine révoqué de l'armée il y a de cela quelques jours, une interview à travers une chaîne de télévision, un programme qui s'appelle Masterclass, où le capitaine Effoudou a dit beaucoup de choses. La question qu'on vous pose, mais si on va être très précis là-dessus, que cache finalement cette sortie du capitaine Effoudou? Colonel, on commence par vous. Ben, merci de commencer par moi, parce que je pense avoir une expertise sur la question, et je suis votre conseiller sur les questions stratégiques et sécurité. Je dois dire que nous analysons, nous percevons un centre de gravité de certains acteurs à vouloir impliquer l'armée camerounaise sur des questions politiques, et pour la transformer en une armée prétorienne. Je dois vous dire que ce genre de pratique, ce genre de démarche ne peut pas être fructueuse et est même dangereuse pour la sécurité de l'État. Là, je vous parle en militaire discipliné que j'ai été pendant plus de 35 ans, et en ce que le militaire doit rester où il est. Vous voyez, aujourd'hui, je fais de la stratégie, je peux parler à découvert de certaines questions, c'est parce que je suis sorti du système de la réserve. Le constat fondamental d'un soldat, c'est fermer sa bouche, le devoir de réserve. Ça, c'est fondamental. Et un officier qui s'exprime en dehors de ce cadre-là, mais moi, qui suis aujourd'hui libre de mes pensées, je me réserve, n'est-ce pas, de dire des choses qui peuvent viser des informations sensibles, ou bien alors user des titres que j'ai eus pour pouvoir ici laisser libre cours à certaines connaissances qui seraient rédhibitoires pour la sécurité de mon pays. Il faudrait que les militaires restent là-dedans. Je dois vous assurer d'une seule chose. Ce genre de motivation à mobiliser les forces de défense pour faire quelque chose qui ne sacralise pas leur mission régalienne, à savoir la défense de l'intégrité territoriale, la défense des personnes et des biens, est totalement une aventure. Les politiques devraient cesser d'impliquer les forces de défense dans leurs affaires. Et cette communication qui va de tous les côtés, où on prend la parole de n'importe quelle manière dans les armées, c'est strictement interdit. Lorsque j'étais chef de division de la communication, j'avais un mandat pour dire, et je ne disais pas ce que je pensais, je disais ce que la ligne éditoriale m'indiquait de dire. Laissez l'armée en dehors de vos questions politiques. Et ça, je vous le dis, en expérience de senior, vous n'y gagnerez rien, sinon une conductibilité du chaos. Alors, vous avez donc un capitaine révoqué. Est-ce que le fait d'être révoqué ne lève pas l'aspect de l'obligation de réserve? Moi, je dois vous dire, par exemple, que j'ai un devoir de réserve. C'est pas parce que je suis libre que je devrais parler de n'importe quoi sur les plateaux. Je sais ce que je dis et je le fais avec un certain équilibre. Et je garde tout ce qui est même secret défense. Vous pensez que sur ce plateau-là, il y a quelqu'un qui soit mieux renseigné sur les choses de la sécurité que moi? Mais vous me voyez ici en train de venir dire n'importe... Non, il faut faire très attention. La question n'est pas là. La question, c'est de garder sa position. Il a eu ses antécédents. Et aujourd'hui aussi, le fait de désacraliser l'appareil politique, et si cela, nous ne faisons pas quelque chose de bien. Il faut faire des analyses stratégiques qui sont portées sur des éléments factuels, sur des centres de gravité, sur des idées maîtresses et sur des effets finaux recherchés. C'est cela le stratège. Être capable de prendre un système, même s'il y a des failles, même s'il y a des corollaires qui sont défaillants, essayer de voir en quoi est-ce que l'élément factuel central peut être analysé et donner des réponses. C'est pour ça que nous distinguons, n'est-ce pas, de la jactance et autre chose. Donc ce qui se passe aujourd'hui, nous avons un officier qui a été certainement déversé pour une raison qui doit être majeure, parce que l'officier est soumis à la sanction pénale, la sanction administrative, n'est-ce pas, et même la sanction militaire, de la justice militaire. S'il est sorti, il est sorti. Qui, vous croyez que dans les armées, n'a pas reçu une quelconque désapprobation ou bien une difficulté particulière? Nous devons servir avec honneur et fidélité. Je dois enseigner ici, parce que cela je l'enseigne, c'est la psychologie du soldat. Elle doit être motivée principalement par 4 piliers. Il y a d'abord le pilier du moral. Il y a le pilier de l'amour de la patrie, qui ne se détache point de l'unité nationale. Il y a le pilier de la fidélité, n'est-ce pas, qui reste extrêmement fort. Et enfin, il y a le pilier de l'honneur. Poser des actes qui restent dans le sens de l'honneur. Ça ne dispense pas
un stratège ou qui que ce soit qui a cette liberté d'expression, de pouvoir dire ce qui ne va pas poliment et de proposer une axiologie stratégique sur ce qu'il doit dire. Comprenez-vous? Ce genre de jeu s'est alimenté par une velléité particulière que l'on connaît. Et on connaît cette velléité de pouvoir attiser des braises, pousser des gens à faire des choses qui ne vont pas. L'armée camerounaise va rester toujours républicaine et professionnelle. Et c'est ce que moi, en tant que senior, je peux léguer comme conseil au cadet. Le cadet qui l'a fait, il faudrait qu'il arrête de le faire. Il est l'objet d'une manipulation de certaines personnes qui ont des centres de gravité différents. Nous voyons ici une diversité de pensées qui ne vont pas forcément à l'encontre, n'est-ce pas, soit du pouvoir, ou alors qui va, n'est-ce pas, parallèlement avec le pouvoir. Il y a une liberté d'expression. Mais ça ne doit pas être, n'est-ce pas, la politique au Cameroun, l'influence ne doit pas participer de certaines manipulations où on va mettre des gens devant une réalité qui est délicate au Cameroun. Arrêtons de le faire. Si c'était une velléité qui est caressée par les politiques, par les différents acteurs, qu'ils gardent l'armée tranquillement dans ses missions fondamentalement régaliennes. Nous sommes d'accord, Roger. Comment est-ce que vous avez lu cette sortie du capitaine Effoudou? Vous savez, le capitaine Effoudou est d'abord un fils de colonel. Son père a été le colonel Effoudou, que tout le monde, un grand militaire dans l'armée camerounaise. Il a eu la responsabilité de travailler à la présidence de la République dans des services extrêmement sensibles. Et je pense que, en tant que fils de militaire, ceux qui l'ont promu à ces responsabilités voyaient l'image de son père. Maintenant, le soldat, c'est avec honneur et fidélité. C'est un engagement qu'on prend. Est-ce que, vous savez, il a prêté serment. Il connaît les dossiers sensibles. Il est tenu par une obligation de réserve qui ne vous quitte pas jusqu'à la mort. Vous ne pouvez pas travailler dans les services de renseignement américains et vous venez à Yaoundé, vous vous installez pour commencer à bavarder. Donald Trump va essayer de vous récupérer ici pour que vous alliez rendre compte là-bas. Même en Chine, les Chinois, les Russes, tout le monde, ils fonctionnent comme ça. Et moi, je regarde le timing et je vais faire un lien entre ce que nous disions tout à l'heure et ce que nous sommes en train de dire maintenant. Nous autres, quand nous prenons la parole, ce n'est pas parce que nous voulons défendre ceci. Moi, on ne peut pas m'instrumentaliser pour dire ce que je ne peux pas dire. Parce que par conviction, un patriarche, président de la République, qui a des hauts faits, en tant qu'ancien premier ministre et tout ça, qui a atteint un âge respectable, vous ne pouvez pas me convaincre qu'il est mon adversaire pour le futur. Parce que lui n'a plus d'avenir. Non. Le contexte précis et le contexte dans lequel le jeune capitaine Effoudou rompt sa réserve pour commencer à entacher l'institution centrale, la présidence de la République, en déclarant un certain nombre de choses, participe bel et bien de ces batailles de succession autour de la continuité institutionnelle dont nous parlions tout à l'heure. Et le colonel Didier Badie, qui est un stratège, a raison d'indiquer que ce jeune homme est instrumentalisé par des gens qui ont d'autres objectifs à atteindre. Moi, j'ai suivi l'actualité, j'ai écouté quelqu'un qui se trouve en Gambie, qui est un ancien compagnon, parce que j'ai cheminé avec lui, qui se trouve en Gambie, qui a dit « Forces armées du Cameroun, venez me récupérer pour me ramener ». Il s'appelle Tiroma Bakari. Lui aussi a convoqué les forces armées pour venir le chercher. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes lâches voulaient instrumentaliser l'armée pour rentrer dans ce jeu de massacre qui semble avoir commencé afin d'aboutir au chaos. Mais le chaos, vous n'êtes pas sûr qu'il vous profite. La Révolution française a décapité tous les Saint-Just et tous les autres révolutionnaires. Est-ce que forcément le chaos va vous profiter? Nous traversons une période extrêmement difficile. Notre pays est un grand pays situé au fond du golfe de Guinée. C'est un pays fusible dont l'implosion peut avoir des déflagrations tout autour, en termes de stabilité. Nous devons toujours être animés par ce patriotisme-là. Ne disons pas des choses pour plaire aux gens. Nous traversons une période difficile. Notre dirigeant a un certain âge. Des batailles ont lieu pour prendre le contrôle de ce pays qui est très riche
et méfions-nous de tout ce qui sort de part et d'autre, parce que j'ai vu, et moi je lis les réseaux sociaux comme vous, j'ai vu la connexion qu'on a fait entre mon frère Palmer, qui a conduit cette interview-là, le capitaine Effoudou, en tentant de dire qu'il est d'Abomban. Non, il est d'Atok, la chefferie d'Atok, parce que je les connais, je connais son grand frère, Edgar Effoudou Abaté, qui était à l'Asiatique. Ils sont d'Atok, pas d'Abomban. Vous voyez, donc ces connexions, pas de Dimako. Donc ces connexions qu'on est en train de faire, qui renvoient sur l'échiquier central d'une bataille bien larvée, hein, qui a débuté depuis quelque temps autour de la continuité institutionnelle, je pense que nous pouvons simplement inviter nos téléspectateurs et les citoyens à être concentrés, à être très vigilants et à faire attention. Vous parlez de ces risques de manipulation, que le capitaine Effoudou serait manipulé. Sous le Noyolo, est-ce que ce n'est pas là l'une des illustrations de ce que vous appelez les Bunganjanga? Ça va un peu dans tous les sens depuis un certain temps. Vous savez, Jean-Jacques, quand j'ai réécouté la sortie de ce capitaine de Fouadou aux yeux, ça fait peur. Et très peur. Parce que exposer toute une institution, ou alors plusieurs institutions au regard des personnalités qui sont citées, et que cela se fasse par quelqu'un qui est habillé en tenue militaire. C'est-à-dire que l'armée est dans la rue. Et je voudrais dire quelque chose au colonel Badjek. Parce que quand Roger qui évoque la paternité du capitaine, je voulais le voir glisser sur un fait, n'est-ce pas, qui plombe, tue, pourrit le Cameroun, la reproduction génétique des classes sociales. Mon père, le père est colonel, il veut que ses enfants fassent la même carrière que lui. Le père est magistrat, il veut que les enfants fassent la même carrière que lui. Plus d'enquête de moralité, tu seras, n'est-ce pas, capitaine, et ça va. Pire encore, sans qu'on soit soucieux, n'est-ce pas, de la moralité de la personne, on le place où? Au niveau central de la gestion du pouvoir, à la présidence de la République, n'est-ce pas? Et ça me ramène à dire quoi? Quand j'ai évacué la question, n'est-ce pas, de la reproduction génétique des classes sociales, vous avez quelqu'un qui a été à la présidence, qui est en train de truander, hein, le secrétaire général. Ils sont deux supposés être les plus proches. C'est-à-dire qu'on suppose que c'est eux qui voient beaucoup plus de fois le président de la République. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont conscients aujourd'hui définitivement, hein, convaincus de l'état fragile du président de la République? Je ne suis pas géostratège, hein, mais je m'interroge. Parce que ceux qui rencontrent le grand-père, au jour le jour, connaissent la santé clinique du grand-père plus que ceux qui sont loin. Donc ils sont capables. Et c'est pour ça que j'ai dit, Roger, finalement, aujourd'hui, l'âge, n'est-ce pas, du chef de l'État a finalement grossi certaines interrogations sur la capacité effective du chef de l'État à gouverner. Je ne sais pas si on est dans le même sujet. Je veux qu'on reste dans le sujet. Les débats sur l'âge du président, on les a tenus, on les tiendra toujours. Essayons de rester un peu sur le sujet. S'il vous plaît. Ce n'est pas une affaire récente. Les deux sujets, que ce soit le premier et l'autre, sont la même chose. Ne pensez pas que vous avez créé deux sujets différents. Il y a l'un dans l'autre. Je l'ai dit. Voilà. Je l'ai dit. Mais cela ne soulève pas fondamentalement la question de l'âge. On peut encore parler de la gestion du pouvoir. Voilà. Ce n'est pas une affaire récente. Dans ce que je dis, ce n'est pas l'âge. Je vous dis que la question n'est plus au niveau de l'âge. Mais la capacité effective du chef d'État à gouverner, c'est ça qu'il faut prendre. Ce sont les psychologues qui ont évalué cette capacité. S'il vous plaît. Les médecins ont-ils Parce que quand vous convoquez le fait en manque d'élégance et d'éthique, à savoir que
parler de l'absence ou alors prolonger du président de la République, ça ne veut rien dire. On est là, hein, dans toute la problématique, M. Jean-Jacques Zeu. Et puis, c'est là, je voulais en arriver en fait, que ça s'appelle les maladies opportunistes de fin de règne. Ce climat, tout ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle les maladies opportunistes. Parce que maintenant, les propos rapportés par le capitaine... On veut entrer dans le fond des propos. Voilà, c'est ça. On entre dans le fond des propos. On essaie de contextualiser pour comprendre le comment et le pourquoi cette sortie maintenant. Je ne suis pas en train d'interpréter, je ne suis pas en train d'analyser. Un journaliste comme moi ne peut pas se permettre cela. Je ne peux pas. D'accord. Vous avez compris. Vraiment, j'ai compris. Je ne peux pas rentrer dans les propos. Mais je voudrais m'interroger. Est-ce que les propos rapportés par ce capitaine peuvent être interprétés comme un signe, n'est-ce pas, de tension interne à la présidence? Première question. Sans vouloir tirer les conclusions sur une crise institutionnelle, parce que je n'ai pas des éléments vérifiables, mais il y a un problème réel. Le véritable enjeu de ces déclarations, ça traduit quoi? Est-ce qu'il y a un conflit entre les responsables? N'est-ce pas? Parce que vous avez vu un monsieur qui ouvre sa Kalachnikov contre tout un EGPR. Est-ce que c'est un conflit entre responsables? Est-ce que c'est une intention individuelle? À savoir que maintenant qu'ils croient que le EGPR et CETIN sont responsables de sa révocation, il ouvre le feu sur cela et il peut dire ce qu'il veut. Mais là, l'autre chose, est-ce que cela traduit des dysfonctionnements, n'est-ce pas, plus profonds dans les mécanismes de gouvernance? C'est extrêmement important. Est-ce que cela traduit cela? C'est-à-dire que des dysfonctionnements, au point où quelqu'un qui a été le secret, alors, un monsieur qui était dans le secret, qui s'occupe du renseignement, on peut bien s'interroger, n'est-ce pas, en faisant l'effet retour. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a passé le temps à faire? Est-ce que sans rentrer dans l'intérieur de ce qu'il a dit, on peut se permettre de se poser des questions quand cela arrive comme c'est. Je laisse le colonel. Merci. N'est-ce pas? Merci. Il peut, parce qu'il peut se permettre un certain nombre de choses au vu, n'est-ce pas, de ce qu'il connaît en profondeur l'armée. Mais moi, je peux pas. Je reste dans les... Une réaction rapide. Il y a beaucoup de pans qui montrent, je peux déconstruire, n'est-ce pas, ce récit, par certains amalgames. Déjà, lorsqu'on évoque l'affaire Zogo, c'est pour taper un peu dans une évocation. On fait référence à Dimako. Voilà. Il y a même une scénarisation de cette interview. S'il vous plaît, ne ramenez pas l'armée camerounaise à son plus bas niveau. Non, à son plus bas niveau, là, je suis désolé. L'armée camerounaise, aujourd'hui, a fait face toute seule, entre 2014 et 2015, contre Boko Haram. Elle était seule au front. Je voudrais qu'on ait du respect pour cette armée-là aujourd'hui et définitivement. C'est une armée professionnelle. Alors, cette armée aujourd'hui fait face à plusieurs crises. L'extrême nord, qui est en train de reprendre avec Boko Haram, le nord-ouest et le sud-ouest, où il y a une insurrection, la partie hauturière, où il y a une piraterie qui sévit, le sud et l'est du pays, où il y a des contrebandiers qui continuent à sévir, et l'est même du Cameroun, qui fait face aujourd'hui aux menées des incursions et tout le reste. Heureusement que c'est une armée qui est polymorphe. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, ramener quand même la sécurité présidentielle à un mercenaire qui se balade aux abords de la présidence et sur qui on prend des armes sophistiquées. Ça veut dire quoi, les armes sophistiquées? Essayons maintenant de faire un parallèle d'armement. Il avait quoi? Il avait un drone avec des explosifs de 400 kg ou bien le reste, ou alors il avait une arme de sniper, pour ne pas pouvoir faire face aujourd'hui à un corps suffisamment solide comme la GP qui est rompu à la guerre urbaine, anti-cité. Non, ne ramenons pas ça.
si jamais un individu de ce genre aurait été, en plus de cela, interpellé, ce qui m'étonnerait dans la périphérie tout autour de la présidence, parce que quand même la sécurité camerounaise, au niveau des forces de défense et de sécurité, elle est au top niveau. Attention à ce que nous disons. Alors, on interpelle l'intéressé, on va le déposer à la sécurité militaire, et puis après il y a le SGPR qui, après un coup de fil, fait sortir l'intéressé. Non, ça c'est ramener. C'est une fabulation qui n'a pas de ça. Non, ramenons l'armée camerounaise à son sens professionnel. Aujourd'hui, elle a un armement qui essaie de faire face aux défis qui l'interpellent. Et elle remplit ses missions. C'est vrai. Il faut la reconstruire aujourd'hui parce que les guerres ont effrité un peu son potentiel, mais ça s'arrête là. Nous avons quand même une armée qui, au niveau de toutes ces strates, fonctionne.